Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là comme chaque mois. Bienvenue dans l'ultra haute émission. Vous le savez, tous les mois, on parle de séries, de films, de qualité d'image et qualité de son avec des invités et nos experts. Bienvenue dans UHE avec au sommaire pour ce nouveau numéro. L'actualité de la SVOD de ce mois, ce sera avec Pascal Le Chevalier et avec entre autres Gaumont qui lance son service de SVOD. On va découvrir ça dans quelques minutes. Le Festival de Cannes qui vient de fermer ses portes, de baisser le rideau. Brut était l'un de ses partenaires et ce qui est intéressant, c'est que Brut a tenté le Festival de Cannes dans le métavers. On va en parler aussi avec notre invité. Et puis avec Guillaume Boutin de Sens Critique, on découvrira les séries qui buzzent le plus actuellement. Voilà, c'est un menu alléchant et merci d'être avec nous dans UHE. Avec le hashtag UHE bien sûr. Sur Twitter, si vous voulez réagir au contenu de cette émission, je vous présente tout de suite nos invités. Guillaume Boutin est là. Salut Guillaume. Salut François. Cofondateur de Sens Critique, partenaire de cette émission. Et puis Pascal Le Chevalier. Salut Pascal. Salut François. Toujours ravi de te retrouver, de vous retrouver, la team fidèle du HE, pour évoquer tout ce sujet qui grouille en ce moment de la SVOD avec toute cette actualité. Et notez que tout à l'heure, je vous le disais, on recevra Adrien Torres qui est planeur stratégique chez Brut. Brut qui était partenaire, en fait, média officiel de Cannes. Qui aurait pu imaginer ça il y a encore quelques années? Et puis, quand on sait que TikTok aussi était de la partie, c'est quand même incroyable. On évoquera tout cela dans un instant. Mais pour débuter, c'est l'actu de la SVOD avec Pascal. Pascal, attention, parce qu'avec Guillaume, nous allons commenter tes actualités. Je le sens, Guillaume est chaud bouillant pour ce nouveau numéro. Il a fait comme ça avec les yeux, c'est pas bon signe. Ça a commencé en coulisses. Ça a commencé en coulisses. Et on va débuter par Gaumont. Gaumont qui lance son service de SVOD. Tout à fait. Gaumont, donc, qui est la plus ancienne maison de production du monde. Du monde. Du monde. Ah ouais. C'est le premier studio qui est apparu sur le marché, je crois avec un monsieur qui s'appelait Léon Gaumont à l'époque. Et donc, Gaumont a décidé de prendre son catalogue de films en noir et blanc, qui doit aujourd'hui être entre 500 et 600 films, et donc a décidé de le porter sur une plateforme de SVOD, dans le prolongement d'ailleurs d'une collection qui, je crois, s'appelle la Collection Rouge, une collection de DVD, où il y a tous les grands classiques Gaumont. Et aujourd'hui, on sait bien que la distribution du marché DVD et Blu-ray est un marché qui est en train de s'éteindre petit à petit. Ah oui. On le verra tout à l'heure. Et donc, Gaumont a décidé de prendre ce catalogue et de le mettre sur une plateforme et donc de le proposer pour 5 € par mois ou 50 € par an, de mettre l'ensemble de ces films. Donc il y en a 200 aujourd'hui au démarrage, des films qui sont accompagnés de tout ce qui permet aujourd'hui aux personnes qui sont passionnées de cinéma de pouvoir les regarder. Donc il y a les sous-titres sourds et malentendants, l'audiodescription. Et donc pour 5 € par mois, on peut revisiter l'ensemble du catalogue Gaumont. Et donc c'est une initiative qui est intéressante à souligner parce qu'on parle beaucoup des Américains et beaucoup moins des plateformes françaises, qui sont d'ailleurs beaucoup moins nombreuses et qui ont surtout beaucoup moins de moyens. Donc c'est intéressant de voir qu'un éditeur, qu'un studio décide de prendre son catalogue et de le mettre en ligne et de le mettre sur le marché. Évidemment... Après, c'est un catalogue un peu particulier. C'est du patrimoine. Alors, c'est du fond de catalogue, mais c'est vraiment Non, c'est pas du fond, c'est du patrimoine. Ça, c'est du patrimoine, voilà. Mais après, tu as des chefs-d'œuvre dans ce patrimoine. Mais ça va s'adresser, on va dire, à une frange de la population. Ambition de concurrencer une niche, bien sûr. sûr. Ça, c'est intéressant de voir combien de gens sont prêts à donner 5 € par mois pour voir ce type de film. C'est un pari aussi, j'imagine, business, non, pour Gaumont de lancer ça? Alors, probablement. Alors, ce qui est intéressant, je pense qu'il y a aussi une question d'image. Je pense plus. Et puis après, il y a une question qui est intéressante avec ces plateformes françaises, c'est aussi leur capacité à essayer de se distribuer, parce qu'on sait que l'enjeu de la distribution est important. Donc aujourd'hui, ils sont présents sur ordinateur, sur tablette, sur des applications. Et on peut penser que demain, ils vont élargir cette distribution. Ils peuvent
peut-être aussi d'ailleurs se distribuer au-delà des frontières, parce que comme ils sont propriétaires et détenteurs des droits, ils peuvent voyager. Et je pense que c'est intéressant de souligner qu'il y a des initiatives françaises à un moment où on est complètement étranglé, saturé d'offres américaines, et que je suis désolé, mais l'Europe de la SVOD n'existe pas, et que voilà, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi la culture, et que ça fait partie de cette démarche-là. Donc je pense, comme le dit Guillaume, il n'y a probablement pas de véritable enjeu de business. Oui, faut équilibrer l'activité, mais voilà, c'est aussi du marketing. Oui, et puis un peu de test aussi, je pense. Marketing de l'offre. Puis il y a une mission presque de patrimoine finalement dans tout ça. C'est ce que tu disais. On y retrouve les Tontons Flingueurs, par exemple, enfin Razzia sur la Schnouf, des films évidemment incontournables. C'est sorti, c'est 5 € par mois, tu disais, ou 50 € par an. Dans l'actualité aussi, eh bien c'est Lionsgate. Alors, qui est un grand studio. Alors, tu vas nous présenter... Alors, Lionsgate, on va dire, c'est une mini-major américaine qui avait acheté pour 4 milliards de dollars une chaîne classique de pay TV qui s'appelle Starz, qui comptabilise aujourd'hui aux alentours de 35 millions d'abonnés dans le monde, parce qu'ils ont une offre Starz qui marche particulièrement bien, qui s'appelle Starz Arabia. Donc je crois que c'est 24 millions d'abonnés dans le monde à Starz, cette chaîne payante où il y a du cinéma et des séries. Alors on va dire c'est comme un OCS à l'échelle américaine. Et Lionsgate a annoncé il n'y a pas très longtemps que Starz serait vendu à l'été. Et comme par hasard, on a appris aussi il y a quelques semaines que Canal, donc Vivendi, était en train de regarder le dossier. Donc il y a des chances pour que Starz devienne française. Déjà distribué par Canal aujourd'hui. Déjà distribué par Canal, ou que... il y a de très bonnes séries d'ailleurs sur Starz. Bien sûr. Gangs of London notamment. Gangs of London, oui, qui est une super série dont on attend la saison 2, qui est d'une violence d'ailleurs. La première saison est d'une violence incroyable. Ils ont pas mal de bonnes choses. Donc ça pourrait arriver, alors, ça pourrait arriver dans le giron de Vivendi. Ça pourrait arriver dans le giron de Vivendi. Et je crois aussi que le move, si Lionsgate vend Starz, c'est aussi que le modèle risque de pivoter et de devenir un modèle de vrai pur SVOD avec une plateforme qui pourrait retrouver aussi de la visibilité un peu partout dans le monde avec justement comme... levier, le fait que Canal aujourd'hui se développe plus vite à l'international qu'il ne se développe en France, même s'ils ont gagné des abonnés cette année, enfin sur l'année 2021. Donc quelque part, ça aussi, ça contribue à cette redistribution des cartes mondiales et toujours avec le même motif, le streaming, la SVOD et des acteurs qui essayent de prendre des positions pour pouvoir exister auprès de ces cibles-là, parce qu'on en parlait, on en parle souvent, c'est aussi d'aller chercher de nouvelles générations de consommateurs ou d'abonnés, et donc ça fait partie de cette logique de pouvoir agréger de nouvelles offres. Voilà, et sur Starz, il y a notamment cette série portée par Julia Roberts, un Gaslit, qui passe un peu inaperçu, j'ai l'impression. Il y a Normal People aussi. Voilà, et puis ils ont des films aussi, ils ont un catalogue qui est quand même assez intéressant. Ils ont le catalogue de Lionsgate voilà, également. C'est vrai que pour Canal et Vivendi, ça pourrait avoir du sens. On en saura un petit peu plus d'ici l'été, c'est ça à ton avis ? Le patron de Lionsgate a annoncé récemment que ça serait fait à l'été. Donc s'il dit que ça sera fait à l'été, c'est que c'est déjà fait. Donc il y a Roku qui regardait l'offre aux États-Unis, mais a priori Vivendi sera en bonne position. Donc, Roku, rappelons-le, c'est des petits boîtiers en fait. C'est un peu le. Alors oui, c'était des sticks, assez peu présents en Europe. Là, ils viennent de revenir en Allemagne. C'est des box. En fait, c'est des box de télé. C'est des box télé, mais en fait, ils ont aussi beaucoup pivoté sur leur modèle. Et maintenant, c'est devenu Roku Channel, où en fait, ils agrègent du contenu. Ils agrègent du contenu et ils ont aussi acheté des catalogues. Je rappelle qu'ils ont racheté le catalogue de Quibi, qui était le site de SVOD courte, qui avait été lancé pendant le confinement en 2020. Quasiment aussi vite. Qui a duré 6 mois et qui a coûté quelques centaines de millions de dollars. C'était fou ça. Voilà, ça c'était une belle aventure. Et donc Roku se positionne comme opérateur-distributeur. Voilà, donc c'est cette nouvelle bataille qui continue d'ailleurs sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant, c'est que Roku est complètement... Ils avaient essayé d'arriver en France il y a quelques années, en essayant d'inonder le marché, mais c'est vrai qu'avec notre marché un peu particulier... tellement inondés par les box des opérateurs, ils n'ont pas tenu le choc en fait. Ouais, alors on pourra en reparler, mais en fait il y a un phénomène de désengagement avec les sticks qui est en train de se reproduire, parce qu'en fait c'est les Smart TV, les CTV, les Smart TV qui sont en train de gagner du terrain, et surtout ils arrivent à agréger des offres
Et donc les gens qui vendaient donc Fire Stick, enfin Fire TV aux États-Unis est en perte, en recul, et c'est plutôt les Smart TV qui sont en train de progresser très très fort. Donc les sticks deviennent des apps. Les sticks deviennent des apps, et les apps rentrent dans les Smart TV, et donc le produit physique, on s'en sépare. Et alors justement, tiens, ça me fait penser à cette actu qui est tombée il n'y a pas si longtemps, que vous avez peut-être suivi, c'est Xiaomi qui va fournir des télévisions en fait à Fire TV, le système d'Amazon. Et ça va sortir en France. Et donc, vous allez avoir 3 modèles de télé, je crois, de 40 à 65 pouces. Des télés Xiaomi, donc avec la technologie Xiaomi, mais à l'intérieur du Fire TV, donc l'OS d'Amazon. Vous aurez accès à toutes les applis en natif, en fait. Et puisqu'Amazon distribue quasiment tout maintenant. Et voilà. Presque tout. Presque tout. Mais ils ont même MyCanal maintenant, Fire TV. Mais c'est intéressant de voir que le soft, en fait, passe des accords forts aussi avec des boîtes de hardware pour justement exister, toujours exister. Oui, et puis pour l'UX. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être certain que les gens arrivent à bien se servir de leur télé connectée, c'est vrai que si tu arrives dans un environnement qui est nickel, tu n'as même pas besoin d'aller utiliser les fonctionnalités de la télécommande et que tu arrives, tout est configuré, ça change l'expérience complètement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore quelques années, on imaginait qu'Apple allait se lancer sur ce marché-là en sortant des télévisions, parce qu'on imaginait qu'ils allaient créer tout un écosystème. On a parlé de Love à et ça s'est jamais sorti, en fait. Voilà pour l'actualité SVOD, on a terminé. Juste un petit point sur le marché français quand même. Bien sûr, le marché français, mais oui. Progresse, plus 13% sur le trimestre, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que tu entends par le marché français? Alors le marché français de la vidéo, c'est un baromètre qui est publié par le CNC, donc ça fait office de référence pour le marché. Dedans, il y a 3 composants, le marché physique, donc DVD, Blu-ray, le marché de la TVOD, donc la vidéo transactionnelle, location, on voit les chiffres, et téléchargement définitif. Derrière Guillaume, il y a un joli PowerPoint. Là. Voilà, qui est le tableau du CNC. Et ensuite, il y a la vidéo à la demande par abonnement. Donc on voit que c'est aujourd'hui ce qui progresse le plus vite. Et le constat aujourd'hui, c'est que le marché physique est en train de vraiment diminuer de manière... Ça fait 15 ans, de toute façon. Oui, mais là, on arrive à la fin quand même. Donc on a 80% du marché aujourd'hui qui est dématérialisé. Donc c'est du on-demand à la maison. Et la majeure partie du marché est tenue maintenant par la SVOD, qui représente donc 78% de ce marché-là. Et essentiellement les Américains. Considérable. Essentiellement les Américains. Donc au-delà de contribuer au financement, ça pose aussi un problème à terme. Mais après, il n'y a pas, ce qu'on disait avant l'émission, il n'y a pas Canal dans ces chiffres-là. Il n'y a pas la Pay TV. Oui, mais Canal, qui est une plateforme de SVOD, au final, c'est juste juridiquement, ils sont dans une autre case, mais ça reste une plateforme de SVOD qui propose des programmes en linéaire, mais ça reste... Bien sûr, si on rajoute ce chiffre d'affaires-là, on rentre dans une autre catégorie. Mais moi, ça fait un Français, ce serait chouette, tu vois. De revenus, oui, bien sûr. Parce que là, toute la valeur, elle est captée par les Américains. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important de regarder comment évolue le marché, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des acteurs locaux. Et ça, je dirais que pour les 5 prochaines années, c'est un véritable enjeu pour l'Europe et en particulier pour la culture française et pour son financement. Parce qu'il ne suffit pas de prendre l'argent des Américains, il faut aussi qu'il y ait des acteurs français sur le marché. Et c'est tout l'enjeu. Donc le marché se porte bien au premier trimestre. Il y a des Français qui en font partie, tant mieux. Et la vie continue. 2 points. La série la plus vendue, c'était Ozark, il faudra que tu en parles. Et le film le plus vu... C'est sorti il y a longtemps. Mais non, là, il y a les 2 derniers... mais moi, je traite que les nouvelles séries, tu sais. D'accord. Je ne traite pas les nouvelles saisons. Et le film le plus vendu, c'était Dune sur le trimestre. Voilà, en VOD. Le film le plus vendu, c'était Dune. Oui. Eh oui. C'était sans doute avant la sortie de James Bond. Je pense que James Bond va vite... Oui, alors c'était sur le trimestre. Attention, c'est les sorties VOD. Ouais, c'est ça. Donc il y a le décalage de 4 mois pour les exploitations VOD. Donc c'était du 1er janvier au 31 mars. Et le film le plus vendu sur cette période-là, c'était Dune de Denis Villeneuve. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Tu restes avec nous. Il est temps maintenant de donner la parole à Guillaume. Vous le savez, c'est le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. Je sais que vous attendez tout comme nous ce moment avec impatience. Qu'est-ce que nous a sélectionné Guillaume Boutin comme série? Parce que c'est, alors, au-delà d'avoir ces infos, c'est toujours de bonnes idées
pour eh bien, nous insuffler les prochaines séries qu'on va regarder à la télé, en fait, Guillaume. Ça dépend, il y en a qu'il faut regarder, il y en a qu'il faut moins regarder si on écoute la communauté. Et d'autres qu'il faut moins regarder, ouais. C'est un joli cru ce mois-ci ou pas? C'est français, c'est très français déjà. Et non, alors il y a une vraie nouveauté, j'ai pas checké, mais je me demande si c'est pas la première fois, j'ai pas une série Netflix dans le top 5. Waouh! Et faudrait que je check, mais je me demande si c'est pas la première fois. Est-ce que c'est un signe des temps ou est-ce que c'est un petit accident? Non, je pense qu'après, il y a des séries qui font plus ou moins l'actualité. De toute façon, ils ont sorti des séries, mais en termes de bruit, et je parle de nouvelles séries, attention, il y a les nouvelles saisons que je ne traite pas, moi je traite vraiment les nouveautés. Non, écoute, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Avant de démarrer, il y a quand même, je fais une toute petite parenthèse, je ne vous parle pas d'Obi-Wan, en vrai, la vraie série du moment, c'est Obi-Wan qui est sorti la semaine dernière sur Disney+. Pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers épisodes. C'est un peu trop tôt en général. Voilà, c'est ça, mais par contre, c'est clairement la série la plus regardée en ce moment. Ouais, les premiers tours sont pas bons. Sur les réseaux sociaux, ça y va. Ouais, et puis en plus, ils doivent faire face à un espèce de scandale d'une partie des spectateurs avec du racisme, de l'homophobie, tout ça. Enfin, comme c'est une série qui a évolué, les personnages ont évolué, sont dans l'époque, ça crée beaucoup de tensions. Bon. Vive les réseaux sociaux. Juste avant qu'on rentre dans ce classement, tiens, tu parlais de Netflix. Quelle déception quand même que Netflix ne renouvelle pas la série Drôle, qui était sans doute l'une des meilleures nouvelles de cette année 2022. Là encore, la loi des algorithmes est terrible. C'est pas les algos, c'est les consommateurs qui décident. Tu crois, mais est-ce que c'est pas parce que justement les algos n'ont pas... Ils ont fait une promo énorme dessus. Oui. Et ils avaient beaucoup mis en avant Fanny Herrero, qui est le showrunner, la créatrice de 10%. Bien sûr. Et... Non, mais après, là, pour le coup, là, on peut pas dire que ce sont les algos. C'est qu'à un moment, je pense... c'est les vues. En série française, c'est probablement une des séries qui a été la plus poussée cette année, quand même. Donc, ils ont un partenariat avec France Inter, notamment, où pendant une semaine, tu en avais du matin au soir. Ils ont beaucoup communiqué en presse, ils ont fait des événements, etc. Enfin, non, ils ont mis le paquet dessus, mais... mais on voit que Netflix ne laisse pas une seconde chance en fait à une série, tout aussi qualitative soit-elle, parce qu'après, elle n'a pas fait d'audience, mais c'était plutôt cool, drôle. Je sais pas si le contexte. La moins bonne conjoncture dans laquelle est en ce moment Netflix a dû jouer, à ton avis, sur les scènes de la série. Je vous avoue, j'en sais rien. C'est ce qui se dit. Je ne me rends pas compte. Alors, pas spécifiquement pour Drôle, mais apparemment, aux US, il y a même des gens du contenu qui sont partis. Il y a eu 150 licenciements récemment. Et apparemment, ils commencent un peu à serrer les vis. Et donc là, le juge de paix, au-delà des algorithmes, c'est le nombre de vues. Ça, ils le connaissent. Non, mais je dirais, surtout quand la série est poussée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire Netflix a fait des choix, les algos ont fait des choix. Là, clairement, elle était mise en avant comme il fallait. Enfin, c'est pas drôle, justement, pour non. Fanny Herrero et Netflix. Allez, on y va. C'est parti. Donc la première, on ne va pas y échapper non plus. Énorme sortie, Le Flambeau, qu'on retrouve sur Canal. Donc pour rappel, la suite de La Flamme. Alors c'est une série différente, c'est pas une deuxième saison, même si on retrouve les mêmes persos. Donc c'est le retour de Marc, mais dans une nouvelle histoire où là on se projette dans une parodie de Koh-Lanta. Alors encore un très gros cast, on retrouve une partie de l'équipe de La Flamme, mais il y a aussi des nouveaux, notamment Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Cadmerade, etc. Très grosse com. Très belle com aussi d'ailleurs, je pense que tout le monde a vu les pubs détournées, voilà, c'est très malin, très très malin. Voilà, mais après, écoutez, chez nous les retours sont très moyens, c'est une note de 5,2, donc c'est vraiment pas une bonne note, néanmoins c'est des retours qui sont relativisés. Parce que quand on a un gros truc comme ça, très attendu, je pense que tout le monde... Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Ouais, puis c'était mieux avant. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, donc j'aurais du mal à vous dire ce que j'en pense. Alors, moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est une déception, mais terrible, quoi. Terrible. Mais tu l'as vu quand même. Et c'est assez marrant. Enfin, je voulais parler de cet exemple. Enfin, je ne sais pas si je terminerai la saison. Mais tu vois, tout le monde dit globalement que c'est loupé. Enfin, au-delà même de Sens Critique, la presse n'est pas bonne, etc. Mais tout le monde la regarde. Parce que, et c'est là où tu vois qu'à un moment, tu as des séries phénomènes qui dépassent, en fait, les appréciations ou pas, parce que c'est un phénomène. Et donc, de toute façon, c'est une série qui va très bien marcher. Mais effectivement, pour aller dans ce que tu dis, on reproche beaucoup les dialogues, ils sont très répétitifs, très caricaturaux, pardon. Et voilà, je vais vous citer un de nos users qui résume, je pense, assez bien l'opinion générale. Donc, c'est Lied qui nous dit « Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen, d'épuisants numéros d'impro, des gags étirés au-delà du soutenable et quand même quelques fulgurances. » Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où tu souris, mais
Mais autant j'avais adoré la Flamme, en fait, où il y avait un nouveau concept que tu découvrais et qui était cool. Et puis ce côté, parodie vraiment d'émissions télé, ce qui est le cas aussi pour Le Flambeau, mais je sais pas, ça marche. Il y a un ça truc marche moins bien. On a l'impression que eux s'amusent, mais que nous, on est un peu éloignés en fait de leur amusement, en quelque sorte. Il y a un truc qui est peut-être intéressant à noter, c'est que au départ, c'est un format américain. Tout départ, La Flamme, j'ai oublié le nom en anglais, c'est un format américain. La deuxième saison de ce format américain, ça a été d'inverser les rôles. Donc il y avait une bachelorette et des prétendants hommes. Là, en France, ils ont fait le choix de partir sur une autre pure direction, création. voilà. Sur une parodie de Koh-Lanta. Mais donc, ils sont partis en fait du truc initial. Aux États-Unis, la deuxième saison a très très bien marché. Là, en termes de chiffres, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'attente, pour l'instant, c'est décevant. Oui, ça serait intéressant de voir les chiffres d'audience. Si Canal va communiquer dessus. Canal, en général, ne communique pas beaucoup dessus. Hein. Pascal, quelque chose à dire là-dessus? Mes fils sont fans de Jonathan Cohen, donc ça aussi, c'est le conflit des générations. Évidemment. Moi aussi, j'adore Jonathan Cohen. C'est un phénomène. Il est très drôle, etc. Ouais. Il a fait plein de trucs bien, mais... Bon, enfin voilà, là on a l'impression qu'ils s'amusent eux, mais que nous on est un peu laissés sur le bas-côté de la route. Toujours une série française cette fois-ci, mais sur Disney+. Ouais, et on change complètement de registre. Alors, un sujet beaucoup plus grave évidemment. Tout à fait, ouais. La série donc Oussekine, donc nouvelle série française de Disney+, qui aborde un sujet terrible, la mort de Malik Oussekine dans les années 80, 85 ou 86, pendant des manifs étudiantes, voilà de Vaquet. Exactement, contre la loi de Vaquet de démission. Moi j'avais 13 ans, enfin bref, s'en fout. Oui, t'as dû en faire des bandeaux, hein? Moi j'en avais 40. Il avait des panneaux et tout, là j'imagine Guillaume. Moyen. Et non voilà, et c'est un drame terrible puisque voilà un gamin qui a été tabassé dans une cour d'immeuble par des CRS. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau pas de Disney vers de la création française, exigeante, quali, qui aborde un sujet quand même vraiment pas évident, donc qui va vraiment dans la continuité un petit peu des créations originales de Canal, pour être clair. Et chez nous, c'est une très très bonne note, c'est 7,7. 7,7, surtout pour une série française. On commence à tutoyer les sommets. D'accord. Ce sera probablement la meilleure série de l'année, peut-être même la meilleure série globale. C'est 4 épisodes, donc ça se mate assez rapidement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une série qui a pris son temps pour monter en termes de popularité. Elle est déjà sortie il y a quasiment 3 semaines, 4 semaines. Et en fait, on voit il y a une longue traîne. Ouais, et même le bouche à oreille, là, on peut dire que c'est le bouche à oreille qui... Parce que je pense que tu as des gens aussi qui disent le soir, est-ce que j'ai envie de me fader? Parce que évidemment c'est très triste, bien sûr, horriblement c'est un sujet triste. lourd, hein. On y suit la famille en plus. En fait, c'est le parti pris de suivre la famille en fait qui va affronter, notamment le procès, etc. Et donc peut-être que les gens n'ont peut-être pas le courage de s'y mettre parce que le soir ils ont plutôt envie de se détendre, mais on se rend compte que le bouche-oreille a un vrai effet très très positif. Et puis surtout, c'est une série au-delà du fait divers. J'aime pas dire fait divers parce que c'est tout sauf un fait divers. C'est une série qui va assez loin, qui analyse en fait le rapport de la France à son immigration. Et au final, on suit un petit peu ce rapport depuis les années 80, avec la première génération qui étaient donc les parents de Malik Oussekine. Et on va suivre comme ça un petit peu cette évolution. Et voilà, et c'est une série qui interroge très clairement, qui questionne très clairement cet élément que la France a probablement encore un petit peu de mal à aborder. Donc voilà, en tout cas, très grosse recommandation de la communauté. Voilà, sur Disney+, donc, qui encore une fois surprend par la qualité de Star, puisqu'on parle tout à l'heure on parlait de Stars, là on est sur Star, qui est le truc un peu compliqué à comprendre d'ailleurs, mais bon, donc au final il communique pas tellement dessus maintenant. Disney, voilà, mais tout son contenu adulte dans Star en fait, pour conserver les thématiques Star Wars, Disney, etc. Et puis c'est aussi pour fourguer tout ce qui est récupéré de Fox, qui était tout le catalogue, tout le contenu, qui était difficile à mettre dans les autres cases en fait. C'est parce qu'aux États-Unis ils ont 2 plateformes, en France il n'y en a qu'une. Encore une série française, mais avec un nom de série américaine. Et oui, tout à fait. Visitors, qui est sorti sur Warner TV. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Warner TV, en fait, c'est distribué sur Canal. Donc, on peut quasiment dire que c'est une série Canal. Donc, c'est une série qui est proposée par Simon Astier, qui est autre le frère d'Alexandre Astier, que tout le monde connaît bien. Qui avait déjà fait une première série qui s'appelle HeroCorp. Alors, ça reste dans l'esprit de ce que fait son frère. Enfin, je pense qu'il n'arrête pas qu'on passe son temps à le comparer à son frère, mais c'est très parodique, c'est très second degré, etc. Et là, en gros, il va parodier, en fait, le film un peu 80s SF, où on va suivre en fait un policier qui débarque dans une petite ville paumée au fin fond de ce qui pourrait être les États-Unis.
Et il va constater l'arrivée d'extraterrestres. Et au final, ça va surtout être le prétexte à des situations un petit peu absurdes, des dialogues un peu loufoques, les gens qui ne se comprennent pas, etc. Donc on reste dans la mouvance de ce qu'il fait. Il y a quelques guests, notamment il y a les 2 comédiens du Palma Show. Et voilà, les retours sont corrects. On est à 5,9. Je pense que c'est un peu décevant. Typiquement, HeroCorp était beaucoup mieux noté. En gros, ce qui se résume, c'est qu'on sourit, mais on n'éclate pas de rire. Probablement aussi que les personnages ne sont pas assez creusés. En gros, on sent qu'ils se sont fait très plaisir sur les dialogues, sur les situations de dialogue qu'on retrouve, je répète, dans HeroCorp, mais aussi un petit peu dans Kaamelott, etc. Mais qu'au final, c'est un peu léger. Je vais vous résumer l'avis de la communauté avec Amaury Bottvacher, qui nous dit que ici, l'humour se réduit à des problèmes malencontreux de communication et des réponses absurdes qui sonnent un peu faux, et deviennent vite lourdes. Voilà. Donc ça se regarde, mais bon, sans plus. Warner TV, donc on retrouve ça sur Canal, dans l'univers Canal. Qui est distribué dans les bouquets Canal. Dans les bouquets Canal. Oui, c'est un positionnement un peu particulier, surtout avec l'arrivée d'HBO en fin d'année. Voilà. Parce que donc Warner, c'est HBO, pour rappel. Parce que on peut imaginer que cette série déboulera, s'il y a une saison 2 l'année prochaine, sur la plateforme HBO Max. Pas forcément. Ça aurait du sens. Ça dépend pas forcément. Non, ça dépend des droits. Parce qu'en fait, il va y avoir toutes les queues de droits à gérer. Et ces fins de droit, je pense, sont déjà négociées. Donc, s'il y a eu la saison 1 qui est passée sur Canal, ils peuvent avoir pris une option sur la 2. Ouais, mais après, moi je pense, alors j'ai pas les chiffres de Canal, mais nous on a quand même une audience qui est censée être assez bien réactive à ce type de série, pour être clair. Je pense que si chez nous ça réagit pas très bien, autant il y a des séries parfois c'est complètement décorrélé, là c'est possible que ça fonctionne moyen. Dans ta sélection et dans les séries qui buzzent le plus, sur Sens Critique, on a une série issue d'un jeu vidéo mythique aussi. Tout à fait, la série Halo. Alors Halo qui est à la base sorti sur Paramount Plus aux États-Unis, qui sort sur Canal en France, enfin qui est sorti là il y a quelques semaines. Et pour rappel, c'est Canal qui va distribuer en plus Paramount Plus quand Paramount Plus arrivera en France. Donc c'est assez intéressant, voilà, cet alignement des planètes. Ça arrive quand Paramount Plus? Fin d'année, dernier trimestre. Je pense que ça sera en ligne avant les fêtes de Noël. On va avoir une fin d'année, les amis, là, ça va être chaud. Hein. Ouais. Quoi qu'HBO Max, ça sera peut-être début plutôt d'année 2023. HBO Max, fin de premier trimestre 2023. Voilà. Donc non, là, effectivement, la grosse actu de fin d'année, ça va être Paramount Plus qui arrive avec des jolies choses, et notamment Halo. Alors, Halo, c'est une grosse machine, voilà, donc tiré effectivement d'un jeu vidéo culte, cultissime même, on peut dire, Halo. C'est une série qui était très attendue, parce que évidemment, c'est une marque qui dépasse même le cadre du jeu vidéo. Donc, on y suit l'histoire des Spartans, qui sont des super soldats génétiquement modifiés et technologiquement avancés. Et globalement, ils se battent contre une menace extraterrestre qui s'appelle l'Alliance. Voilà, les résultats, c'est moyen, c'est 5,6. Après, franchement, pour ce type de série, c'est pas si nul que ça, parce que je répète, on est vraiment dans la grosse prod, le grand spectacle, etc. On va dire que ça fait le job, beaucoup d'effets spéciaux, et quand même quelques réflexions, quelques moments où ça questionne un peu sur le rapport justement à l'intelligence artificielle, un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est un surhomme, qu'est-ce que ça implique. Et dernier petit point, ils ont un peu déçu les fans du jeu vidéo parce qu'il s'éloigne en fait du scénario. Il s'éloigne assez rapidement en fait de la trame du scénario du jeu. Mais alors peut-être que l'intérêt justement de cet éloignement, c'est que finalement, même si tu n'es pas fan du jeu vidéo, tu peux te regarder ça comme un divertissement standard. Et je pense que ça peut fonctionner. Nous, en termes de popularité, c'est assez important. C'est toujours pareil. Les gens ne mettent pas forcément des très bonnes notes, mais ils la regardent quand même. Très bien. Et pour terminer ce classement, Guillaume, direction OCS. Tout à fait. Avec donc We Own This City. J'ai toujours bien avec l'accent. Série donc HBO, diffusée sur OCS, avec derrière donc David Simon, la légende de tous les grands sériphiles, on va dire, parce que je vous rappelle que c'est le créateur de The Wire notamment, et de beaucoup d'autres séries. Et là, sur cette série, il revient à Baltimore, qui était donc le lieu de The Wire. C'est en 6 épisodes, et globalement, ça va s'appuyer sur on va suivre en fait le quotidien d'une brigade d'intervention à qui en fait on fait appel pour remettre de l'ordre, parce que globalement Baltimore stigmatise tous les maux de la société américaine, la violence, la drogue, la pauvreté, enfin voilà, et c'est ça qu'on voyait d'ailleurs beaucoup dans The Wire. Et à un moment, voilà. Oui, c'est très sombre. Hein. Ah oui, de toute façon, globalement David Simon, tu ne marches pas beaucoup. Hein. c'est quand même un discours assez fataliste. Après, ce sont toujours des analyses hyper intéressantes sur la société. C'est pour ça que The Wire est même étudié à l'université
comme une œuvre, comme pourrait l'être une œuvre littéraire. Mais bref, et donc et cette brigade au final à qui on fait appel, on se rend compte que c'est peut-être, elle arrive comme un remède, mais peut-être que le remède est pire que le mal, puisque rien n'est simple, rien n'est manichéen. Voilà, ça va parler notamment de corruption et de bien et de mal, voilà. Donc c'était une série qui était très attendue chez nous parce que c'est David Simon et la note n'est pas dingue. 6,7, c'est une bonne note, oui. On va pas se mentir. Mais pour une série de ce calibre, ouais, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait énormément d'envie dessus. Et au final, à l'heure où je vous parle, et la série est sortie depuis quasiment un mois, il n'y a pas beaucoup d'envies qui ont été transformées en notes. Et ça, c'est assez intéressant de voir en fait que ça fait peut-être un peu, je ne connais pas là aussi les chiffres d'audience d'OCS, mais je pense que ça a été un peu décevant. Ce qui revient beaucoup, c'est que alors il fait que 6 épisodes, mais pourtant elle est longue. Il y a des moments un petit peu longs. Ça, c'est l'écriture de David Simon qui prend son temps véritablement pour camper les... Là, il a et HBO peut se permettre ce luxe en quelque sorte. Oui, puis c'est David Simon, il fait ce qu'il veut. C'est un petit peu le patron. Mais voilà, donc toujours un hyper réalisme, une vraie réflexion sur la société, mais un traitement peut-être un peu trop exigeant qui fait que c'est pas le carton attendu. Et puis voilà, aussi on est aujourd'hui submergé par les propositions de séries, c'est ça aussi. Oui, puis il n'y a rien de gratuit. Non. Donc OCS, Netflix, Disney+, Amazon, à un moment donné, ça fait 40 € par mois, 5% d'inflation. Le phénomène est en train de se produire aux États-Unis. Là, tu ne comptes pas le foot, en plus. Et je ne compte pas le foot. Donc tu rajoutes le foot. Oui, non, mais c'est... le tennis. Voir le tennis. Le tennis est gratuit chez Amazon. Oui, je crois qu'il est dans ton abonnement. Il n'est pas gratuit, il est dans le cadre de ton abonnement. Il est dans les 49 € payés annuellement. Et là, ils ont juste fait hier soir le match. Ils ont fait un match gratuit. Le match, pour couper court en fait puisque vous le savez, Roland Garros, c'était c'est déroulé il n'y a pas longtemps, et effectivement, ce match Nadal-Djokovic était et a cristallisé un petit peu les tensions du côté de chez France Télévisions, parce que France Télé trouvait inadmissible de ne pas le diffuser pendant les plages horaires de diffusion de Roland Garros chez France Télé, c'est-à-dire l'après-midi. Là, il a été en night session, c'est-à-dire que le match est terminé à 1h30 du matin, enfin c'est ce qui est incroyable quand même. Et Amazon, pour calmer un petit peu tout le monde, l'a diffusé en clair. Il suffisait d'avoir l'appli et de cliquer sur le match pour le regarder. En fait. Alors une petite polémique, parce qu'apparemment il fallait s'enregistrer, donc certains disent Amazon a fait de la data sur des gens. Ouais, et puis Delphine Arnaud disait que tout le monde n'a pas accès au débit, à la 4G, etc. Et que donc, au final, c'était... Alors, il faut aussi remettre... C'est un vrai sujet dont on reparlera, les droits sportifs. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y a des vendeurs, la Fédération française de tennis, il y a des acheteurs, il y a des enchères, il y a des appels d'offres, il y a des lots qui ont été constitués spécifiquement pour la night session, avec quelques matchs la première semaine. Et c'est Amazon qui a surenchéri, qui a gagné le lot. Voilà. Et après, c'est la fédération qui décide de placer les matchs, parce que je crois que Nadal voulait jouer l'après-midi, Djokovic voulait jouer le soir. Et effectivement, il y avait la place pour jouer dans la journée, sauf que quand on a vendu un lot, il faut le remplir. Exactement. Voilà, et puis, il ne faut pas qu'on se fâche avec Amazon quand même, qui doit laisser un petit paquet d'argent. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu. Évidemment, tout ça est très complexe. Voilà pour cette sélection. Et puis bien sûr, si vous êtes à court d'idées, c'est vrai qu'avec tout ce choix de séries, je vous invite à aller sur Sens Critique. Toujours intéressant de voir quelles sont les séries qui buzzent, etc. On parle de séries, mais il y a aussi les films, la musique, les bouquins, enfin... à consulter donc Sens Critique. Merci beaucoup Guillaume. Et on enchaîne avec notre invité. On va aller au Festival de Cannes qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, et pour terminer ce numéro de l'Ultra Haute Émission, nous accueillons notre invité. Je suis ravi d'avoir sur le plateau de l'Ultra Haute Émission Adrien Torres. Bonjour Adrien. Enchanté. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes planeur stratégique chez Brut. Comment expliquer un petit peu votre poste ? Vous êtes là pour imaginer un peu le Brut de demain, c'est ça ? Oui, pour défendre ce qu'est le Brut aujourd'hui, bien le faire savoir et imaginer potentiellement aussi le Brut de demain. Voilà, planeur stratégique, c'est comme ça. C'est un mot qui n'a rien à voir avec la signification qu'on pourrait lui donner. Adrien, vous êtes avec nous parce qu'il y a pas mal d'actualités pour Brut, Brut qui était le média officiel du Festival de Cannes. On va en parler. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, Brut est en train de changer son image d'un réseau
réseau, d'un média très présent sur les réseaux sociaux avec des petites vidéos qu'on a toutes et tous scrollées. Voilà, eh bien, vous essayez de changer de dimension justement avec ce partenariat du Festival de Cannes. Qu'est-ce que c'est que Brut aujourd'hui, en quelques mots, Adrien ? Aujourd'hui, Brut, ça reste un média social. First, c'est quand même ça notre ADN premier. Cependant, on ouvre cette définition-là, puisqu'on reste, pour nous, l'ambition, c'est quand même d'être le média d'une génération. Donc, on s'attelle à leurs usages. L'usage du réseau social comme moyen d'information, nous, on l'a pris il y a 5 ans, et on a créé une grammaire visuelle qui est désormais reprise partout, qui est en effet cette vidéo format carré avec les sous-titres. Et en même temps, on continue d'évoluer. Quand un réseau comme TikTok arrive et que le son redevient prégnant, on réintègre du son. Quand le métaverse apparaît et qu'on sent que cette génération y est très présente, on vient aussi imaginer des expériences avec eux. Donc aujourd'hui, Brut, ça va plutôt être un média des nouveaux usages pour la nouvelle génération. Et donc, on va intégrer les créateurs, on va intégrer des expériences plus digitales. On va évidemment continuer à faire ce qu'on est avant tout, un média sur les réseaux sociaux pour informer cette génération. Et puis explorer les champs de la télévision traditionnelle aussi. Brut, c'est aussi un service de SVOD qui propose des contenus beaucoup plus longs, enfin des docs, etc. Donc c'est intéressant de voir que souvent on a dit la télé est morte, c'est maintenant les médias sur les réseaux sociaux, mais finalement il y a encore de bons restes visiblement, puisque vous vous intéressez à ces formats qui étaient avant réservés à la télé, en fait. Nous, il y a une vraie hybridation et on le voit avec ce qu'on fait avec Diams, le documentaire qu'on a sorti, là, qui était au Festival de Cannes, qui est un documentaire long sur Brutix, donc notre plateforme de SVOD. En fait, on n'est pas idéologue. On ne pense pas qu'il y a forcément juste un type de format qui va intéresser la génération. Cette génération-là, elle est intéressée par des formats beaucoup plus longs. Mais pour raconter des histoires, parfois, il faut du temps. Exactement. En fait. Et c'est pour ça qu'on pense, nous, qu'on peut faire les deux. L'un n'est pas antinomique de l'autre. Le type d'information et la manière dont on va les interroger et dont on va les faire connaître va être adapté avec les formats dont on dispose. Et on a vraiment tous les formats possibles. Voilà, joli coup pour Diams d'ailleurs, qui était complètement sorti des radars depuis une vingtaine d'années et qui est revenu avec ce documentaire qui, paraît-il, est très réussi et qu'on peut retrouver donc sur la plateforme Brut, c'est ça ? On va retrouver sur la plateforme Brut. Qui va être d'abord diffusé, je crois, un peu en salle. Qui va être diffusé pendant un week-end en salle, en juillet, et ensuite qui sera possible de voir sur Brutix. Avant l'été, sur Brutix ? D'ici la fin de l'été, oui. La fin de l'été, d'accord. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez justement au Festival de Cannes. Pour la première fois, Brut était le média officiel du Festival de Cannes. Ça veut dire quoi, en fait ? Comment s'accaparer en fait ce grand rendez-vous qui était avant squatté par des médias, on va dire traditionnels comme Canal, etc. Comment Brut s'est accaparé en fait ce rendez-vous incontournable du cinéma ? On s'est accaparé, je ne sais pas, en tout cas on a réussi à convaincre les organisateurs avec 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'était l'internationalisation. On s'est dit, c'est vrai que jusque-là, Cannes a toujours été une marque mondiale. Tout le monde connaît le Festival de Cannes, c'est une marque extrêmement puissante et c'est un festival important. Mais nous, on voulait encore développer cette présence-là à l'international. Et c'est vrai que Brut, aujourd'hui, on a l'image d'un média parfois en France très franco-français, alors qu'en réalité, pas du tout. Aujourd'hui, la plupart des vues faites sur Brut sont faites en dehors de l'Europe, avec 2 marchés clés qui sont le marché américain et le marché indien, où on est quand même le premier média anglophone en Inde. Et vous vous appelez Brut aussi là-bas ? Et on s'appelle Brut aussi là-bas. Tiens. Donc c'est une marque qui commence à être connue même très fortement, notamment en Inde, et qui grandit très vite aux États-Unis. Donc cette puissance-là, on voulait aussi le mettre au service du Festival de Cannes. Et après, changer un peu la manière dont on raconte ce festival, qui était en effet raconté d'une manière très intéressante. D'une manière verticale. Mais d'une manière assez verticale et finalement peut-être plus classique sur Canal. Et nous, on pense qu'on avait une capacité à rajeunir aussi le public et à changer un peu la grammaire de ce qu'est le festival aujourd'hui. Très bien. Vous avez déjà des premiers chiffres d'audience parce que évidemment tout le monde vous attend au tournant là-dessus. Est-ce que ça a été une réussite en fait, ce partenariat entre le Festival de Cannes et le Brut ? Nous, on est très fiers de ce partenariat-là. On a fait 200 millions de personnes ont regardé des vidéos sur Brut sur le Festival de Cannes durant la quinzaine. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez important. Ça montre la puissance du festival, ça montre aussi la puissance de Brut et ça montre l'intérêt que la nouvelle génération peut porter à ce type de festival aussi, qui parfois qui peut sembler un peu éloigné d'eux, alors qu'en réalité, elle est en plein dans leur intérêt. Guillaume et Pascal, c'est vrai que c'est étonnant quand même de voir que cette année, Cannes était rayonné par à la fois Brut, qui est un nouveau média en tout cas dans l'échelle du temps, et puis TikTok.
Je pense qu'il est intéressant, moi, au-delà en complément de ce que vous disiez, c'est le traitement en fait, qui est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment Brut s'est appuyé sur des créateurs, TikTok aussi d'ailleurs, enfin des créateurs, des influenceurs. Donc en plus, c'est une nouvelle manière de produire du contenu, peu importe la finalité de la diffusion. Et on voit à quel point ça a changé. C'est-à-dire qu'on est passé du présentateur en smoking qui vient faire la promo globalement d'acteurs ou de réalisateurs à des influenceurs, créateurs qui viennent créer en fait, qui viennent partager une vraie expérience sur le Festival de Cannes. Et c'est assez intéressant de voir cette année, ça a été vraiment le switch assez radical de ce point de vue-là. Et ça bouscule quand même pas mal les codes aussi du festival. Bienvenue en 2022, quoi. C'est ça. Alors, il faut aussi rappeler qu'il y a un accord avec France Télévisions, le service public. La patronne, enfin la présidence du Festival de Cannes change aussi au 1er juillet. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais moi, j'ai quand même une question, parce que quand on voit ça, les paillettes, les centaines de millions de spectateurs ou d'internautes qui regardent, et le modèle économique, c'est quoi ? Aujourd'hui, leur modèle économique, nécessairement, il y a une partie qui est sur la publicité. Enfin, on travaille avec des partenaires et des marques parce que, contrairement à ce qu'on dit sur cette génération-là, ils ne sont pas du tout anti-marque. Et nous, on pense surtout, en tant que média, de la transformation positive, parce que c'est ça qu'on veut défendre comme modèle. Les marques ont leur place dans cette transformation-là. Il va falloir les embarquer. Et donc, on est très précautionneux sur les partenaires avec lesquels on travaille. On ne travaille pas avec n'importe qui, justement. Enfin, n'importe qui. En tout cas, on essaie de valoriser les bonnes pratiques des marques qui travaillent avec nous. Et après, il y a d'autres types de modèles. Vous parliez des créateurs. On parle d'expériences comme aujourd'hui celle qu'on fait dans le métaverse. On est en train d'imaginer le modèle économique de demain avec les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, l'arrivée du Web3, la blockchain, etc. C'est des réalités que nous, on prend en compte tous les jours pour s'assurer d'avoir le modèle le plus efficace et pouvoir permettre à notre communauté d'avoir une information de qualité, des formats intelligents et intéressants, tout en nous permettant d'avoir une vie économique stable. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes servi aussi de ce Festival de Cannes comme d'un laboratoire, avec notamment ce que vous avez fait avec Fortnite. Donc il y avait ce Festival de Cannes qui était dans ce jeu et dans cet univers Fortnite qui rassemble des centaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui. Comment qu'est-ce que c'était ? Racontez-nous l'histoire de Brut sur Fortnite à Cannes. Justement, quand on a eu le partenariat avec le Festival de Cannes, on s'est très vite en amont posé la question de quel type de format on pourrait nous imaginer pour justement intéresser une génération un peu plus jeune, entre guillemets, au Festival de Cannes. Et c'était un peu notre mission, c'est aussi dans notre ADN. Et là, est arrivé sur la table assez vite, en fait, Epic et Fortnite, puisqu'on se rendait compte, évidemment, qu'aujourd'hui, c'est un peu un tiers-lieu dans lequel cette génération se retrouve. Après la récréation, c'est souvent là où la deuxième cours de récréation, c'est Fortnite. On vient y discuter avec nos amis, on vient y faire des activités, etc. pour garder le contact. Et donc, c'était intéressant de se dire, et si le Festival de Cannes, une marque mondiale exigeante, culturelle, pouvait arriver dans cet univers, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et est-ce que nous, on pourrait raconter un autre festival ? L'idée de l'amener dans le Fortnite, c'était de se dire, aujourd'hui, le Festival de Cannes, il est connu pour son côté très exclusif, très peu de gens y sont. On connaît surtout la montée des marches rouges, mais on voit très peu ce qu'est le festival en réalité. C'est quoi la croisette en règle générale ? Qu'est-ce que les gens y font réellement ? Et donc, on s'est dit, comment arriver à intégrer cette génération-là en se disant, on va découvrir ensemble ce qui fait un journaliste, ce que fait réellement un acteur, ce que fait un réalisateur durant la quinzaine du festival. Et donc sur Brut, on retrouvait le festival de la vie réelle. Et sur le métaverse, on pouvait avoir un peu le gant retourné, les coulisses du festival. Et donc on propose aux joueurs, pendant une aventure qui va durer environ 2 heures, de passer successivement de la peau d'un journaliste à celle d'un acteur, actrice et d'un réalisateur, réalisatrice. Avec tous les clichés, c'est peut-être pas le bon mot, mais tous les assets forts en fait de Cannes, le palais des festivals, les yachts, voilà, la croisette, etc. En fait, on a voulu garder le glamour de Cannes. Il fallait que ce soit quelque chose un peu d'excitant, et donc on peut monter les marches avec les festivals, avec les photographes qui crient les noms, avec les flashs, etc. La musique, on passe la nuit. Donc tout cet élément qui fait partie de Cannes, du glamour, y est. Mais en même temps, nous, on a voulu aussi un peu déconstruire ce qu'étaient les clichés. Et donc on montre des acteurs qui doivent passer énormément d'auditions pour trouver des projets ensuite, des réalisateurs qui doivent financer des projets à venir, défendre ceux qui sont à Cannes à ce moment-là, le journaliste qui va en effet vraiment faire un travail d'investigation pour préparer ses interviews, faire des prises de vue. Donc on voulait en même temps déconstruire ce qui était, en même temps faire vivre l'excitation et en même temps avoir une vertu pédagogique sur cette génération pour montrer ce qu'est un festival de cinéma, parce que c'est vrai que si on a tous en tête ce qu'est un festival de musique ou un festival peut-être de jeux vidéo, on a moins en tête ce qu'est vraiment un festival de cinéma. On en fait
peu de gens y participent, donc c'était intéressant pour nous de porter cette vue-là. Est-ce que c'est pas un peu du marketing aussi? Parce que finalement, est-ce que les joueurs de Fortnite sont intéressés au Festival de Cannes? On a l'impression aussi que c'est le conflit de plusieurs générations. Le Festival de Cannes, c'est aussi l'entre-soi, c'est surtout un festival B2B au départ, on est d'accord, oui. C'est vraiment les spécialistes du cinéma qui se rencontrent, qui boivent des coups et qui voient des films. Est-ce que finalement les jeunes qui sont sur Fortnite s'intéressent à cet univers qui est à 1000 années-lumière de ce qu'il représente en fait? Nous, c'est plus de 60% de notre audience à moins de 35 ans et il y a 200 millions de personnes qui ont regardé nos vidéos sur Brut. Donc je pense que c'est la preuve que... Oui, mais parce que il y avait Tom Cruise, il y a des trucs aussi qui sont attrape audience, on va dire, en quelque sorte. Parce qu'on a aussi, le festival est en train de changer, et a changé grandement. On en parlait, la place des créateurs qui a été donnée cette année au sein du festival montre l'intérêt qu'on peut avoir sur justement l'hybridation entre ces créateurs-là et les créateurs de cinéma. Et c'est la création en règle générale. Les créateurs de contenu pourront demain peut-être potentiellement aussi faire du cinéma. Et ça, c'est intéressant. Et nous, on est là pour justement rapprocher ces univers qui pourraient avoir l'air d'être très éloignés. Et après, nous, on pense qu'il y a une vraie envie de cinéma. Nous, on le voit sur Brutix. On voit dès qu'on crée du contenu long, les gens suivent. Et là, nous, l'expérience Fortnite s'est extrêmement bien passée. Et on est persuadé que ça va nous permettre, nous, de convaincre cette jeunesse de peut-être se déporter ensuite sur une actualité plus classique entre guillemets du Festival de Cannes, et surtout accepter que aujourd'hui vivre un festival, c'est aussi le vivre dans ces conditions-là, et que cette génération-là, ces codes, finalement, c'est leur tous les jours, c'est leur quotidien. Et donc c'est intéressant et important d'en faire partie. À noter que Newen aussi a proposé une version métaverse de Cannes. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Oui. C'est pas un gros mot, le marketing, en fait. Non, pas du tout. Non, mais ce que je déconne en disant ça, mais je veux dire, tu dois faire du marketing. C'est-à-dire que si tu veux commencer à intéresser une génération de moins de 25 ans, globalement, qui va voir un Marvel par an, un Disney ou des choses comme ça, il faut que tu aies une approche, il faut que tu ailles dans leur code. Et donc, c'est pas tant le sujet qui est important. Moi, je pense que quand on adopte les codes de communication au sens large d'une génération, tu peux leur parler de tout, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Brut au global. Oui, mais enfin, en général, au Festival de Cannes, t'as pas beaucoup de Marvel, quoi. T'as pas les films que les jeunes vont voir. Oui, mais peu importe. Oui, mais peut-être que parmi ces... Enfin, je sais pas, il y a peut-être 10% de ces mômes qui vont peut-être à un moment s'intéresser à un film un peu par hasard. Et ça va être peut-être leur première expérience vers un cinéma un petit peu plus exigeant. Mais ce qui est important, c'est que si tu veux parler... Enfin, si les moins de 25 ans, tu leur proposes une émission plateau avec 3 experts critiques cinéma et un réalisateur que personne ne connaît, évidemment, personne ne va regarder. Donc au début, il faut forcément avoir une approche sur la forme qui va rentrer dans leur code. Et moi, je trouve ça au contraire une histoire qui leur ressemble. Hyper encourageant. Et ce n'est pas dévoyer le festival. Non, bien sûr que non. Au contraire, je pense que cette année, Brut a bien montré qu'on pouvait intégrer ces codes-là tout en respectant l'ADN du festival. Cannes, on n'a jamais autant parlé de Cannes que cette année avec les éditions forcément après Covid qui étaient plus compliquées. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à intégrer une nouvelle allèle dans cet ADN avec les créateurs, Fortnite, etc., qui reste finalement le Festival de Cannes tout en ayant intéressé une génération. Prendre un tournant à la fois technologique et innovant. Exactement. Et tu sais, c'était la même chose au final avec Canal dans les années 80-90. C'est qu'à un moment, ils ont complètement revu la manière d'aborder Cannes. Alors certes, c'était un super barnum, c'est le bordel. On était dans les codes de l'époque, mais probablement que parmi tous leurs invités, tu as probablement des personnes qui ont découvert peut-être, je sais pas, Gaspard Noé, alors qu'ils n'auraient jamais entendu parler de Gaspard Noé, ou même des réalisateurs, mais ils étaient dans les codes de l'époque. Et là, les codes ont changé, et moi, je trouve ça hyper encourageant qu'il y ait des tentatives, que celles de Brut ou même de TikTok, etc., d'aborder le sujet, mais avec les codes des moins de 25 ans. Merci beaucoup, Adrien, d'être passé par le plateau de l'Ultra Haute Émission. Rappelons que vous êtes planeur stratégique chez Brut. Et c'est avec cette interview que se termine ce numéro de l'Ultra Haute Émission. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. On sera là le mois prochain. À très vite.